Bonjour, je suis très heureuse de recevoir Florent Babillotte pour son livre que j'ai beaucoup aimé, donc je suis un peu émue, Obscure clarté, schizophrénia, donc qui est paru aux éditions Lilaïus. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est que vous parlez de ce qui vous est arrivé. Donc schizophrénia, c'est un peu un nom de femme, mais on comprend bien ce que ça veut dire. et vous en parlez très bien. Et donc on va pas déflorer tout le livre parce qu'effectivement j'ai envie que les gens le lisent parce que c'est très important pour les personnes qui sont concernées et pour celles qui n'ont pas encore bien compris comment ça fonctionne, et ça rassure en même temps, on comprend, parce qu'on a peur de ce qu'on comprend pas, donc là on comprend bien. Vous parlez de vous, surtout. Alors moi j'ai bien aimé quand même une de vos citations, un type anodin, un destin parmi tant d'autres, telle est ma tragédie, et finalement ma maladie me rend service, elle me rend différent, unique, telle est ma logique. Donc ça commence bien, je trouve, parce que cette différence, elle a commencé quand ? Alors cette différence, j'ai envie de dire, j'ai toujours senti en moi. Depuis même l'enfance, je me suis toujours senti un peu à l'écart, hein, et assez accentué avec forcément la maladie et les premières crises dès l'adolescence. Hein, et je me suis toujours senti à part, en fait, pas forcément à ma place dans le moule de la société, en fait. Et ça, à un moment, vous n'êtes pas dit, c'est un peu normal, le moule de la société me convient pas trop? Parce qu'il y a des moments où on peut se dire ça aussi. Disons que j'ai commencé à prendre peur quand j'ai fait des bouffées délirantes. Quand j'ai commencé à avoir des crises de type paranoïaque, en pensant que tout le monde parlait de moi de façon négative. Mais comme ça, c'était des crises au début qui étaient très courtes, au tout début, et que ça s'en allait au bout de quelques temps, moi, dans mon esprit, si vous voulez, j'avais oublié que j'avais fait ces crises au bout de 6 mois, quoi. Et je passais à autre chose jusqu'à la prochaine crise, malheureusement, qui était plus violente. Et chaque crise durait plus longtemps. C'est ça le problème. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, quoi. Oui, mais c'est pas facile, hein. Et votre famille, comment elle a réagi? Alors, dans le livre, quand même, ce qui est très important, enfin, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous commencez par on va parler de votre grand-mère. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que vous parlez de l'Afrique, mais vous dites pas laquelle. Alors, moi, j'ai cru au début que vous étiez noir. C'est fait exprès, justement, oui, c'est pour attiser la curiosité. Oui. Mais on n'est pas satisfait à la fin parce qu'on sait toujours pas. Oui, en fait, ma maman voulait bien que je parle de son histoire, mais elle voulait pas que je dise... Cite le pays. Voilà, exactement. Du coup, j'ai respecté tout ça. C'est vrai que j'ai des origines très, très modestes, même si mes parents se sont initiés socialement. Mon père est maintenant, depuis, est général dans l'armée de terre. Avant, il était colonel. Mais j'ai toujours eu ces valeurs de travail. Et c'est ce qui m'a aussi aidé par rapport à la maladie. C'est-à-dire que moi, ma mère m'a toujours répété, quand on veut quelque chose très fort, on peut. Moi, à une époque, ce que je voulais très fort, c'était être stabilisé, tout simplement. Et je l'ai voulu tellement fort que ça a fini par arriver, en fait. Et alors, avec votre famille, ça n'a pas quand même été tout rose au départ, des crises. Il y a un passage, je crois, extrêmement important que vous décrivez très très bien. C'est quand vous agressez votre papa. Tout à fait. On comprend très bien ce qui se passe et pourquoi vous le faites. Et en même temps, il y a quand même, on a beau savoir qu'il y a une pathologie derrière, vous culpabilisez énormément. Oui, je m'étais inventé un personnage. Et je m'étais inventé aussi, mon papa, je lui avais inventé une nouvelle vie. Par exemple, comme mon père était militaire, il partait au Brésil en voyage. Et dans mon esprit, en fait, il y avait une autre famille au Brésil. S'il partait en Afrique, il aurait une autre famille en Afrique où ce serait peut-être autre chose. Et du coup, comme mes rapports à l'époque avec mon père étaient très conflictuels, je me disais que ça nourrissait, en fait, ma pathologie nourrissait les rapports conflictuels et finalement venait les expliquer. Donc tout ça s'est entremêlé, ça a fini par bouillir dans mon cerveau. Et un jour, je me suis levé de table et je l'ai secoué très violemment. Et du coup, toute la famille s'est réunie à la fin pour nous séparer. C'est là qu'on a pris conscience de ma maladie. Oui, voilà, vous aussi encore plus. Moi aussi, oui. encore plus. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que mes parents ne pouvaient pas s'en douter avant parce que je le cachais très très bien. Je me tirais dans ma chambre. Il y a toujours de l'intelligence et on se sert de cette intelligence pour pas le montrer. Oui. Voilà, moi j'avais honte et j'avais vraiment peur d'être pris entre guillemets pour un fou. Du coup, je me cachais dans ma chambre, je disais que je jouais aux jeux vidéo alors qu'en fait, je restais prostré. Voilà, c'est des grands moments de solitude et d'anxiété et de peur, hein, finalement. Alors, je pense que c'est vrai que c'est vous, en fait, les personnes en général qui ont des pathologies, qui avez les clés pour dénouer les choses. Donc, votre conseil dans le livre, on le voit bien, c'est surtout, quand même, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez avant d'arriver à quelque chose de grave. Je crois très très fort à la thérapie par l'art.
C'est-à-dire que moi, ça m'a sauvé. J'avais du mal à me confier au psychiatre, même si je les respectais. J'arrivais pas à me confier. Donc, on me disait, est-ce que ça va ? Moi, je disais oui, ça va. Je venais juste pour avoir mon renouvellement d'ordonnance et mon traitement. Et puis finalement, c'est tout, parce que j'arrivais pas à m'exprimer. Je ne leur en veux pas. C'était aussi un peu de ma faute, puisque je leur donnais rien. Donc, ils n'avaient pas de matière pour m'aider finalement. Ma matière à moi, c'est toujours l'écriture. C'est vraiment quelque chose qui me construit et qui m'apaise énormément. Et je pense que soulager ces mots par des mots, il n'y a rien de plus beau. Ça peut être aussi la musique, ça peut être la peinture. Je crois beaucoup en la thérapie par l'art, parce que je pense que quand on est différent, il faut faire de sa différence une force, et que la création, c'est aussi la différence. Mais vous avez commencé parce que, bon, vous êtes, j'allais dire, vous êtes très clair dans votre obscurité, ce qui est vrai. Donc, vous avez commencé à quel moment à pouvoir mettre vraiment des mots ? C'est pas tout de suite, c'est pas quand on est en crise. À quel moment vous avez commencé à vraiment pouvoir écrire ? Je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai écrit depuis que j'ai 12-13 ans. Bon, à la base, c'était des textes et des poèmes. Certains étaient très noirs. Par contre, l'écriture d'Obscure Clarté, je l'ai commencé de façon, on va dire, j'ai fait l'introduction il y a plus d'une quinzaine d'années. C'était à l'époque Obscure Clarté, pour la petite anecdote. C'est un poème que j'ai composé. Et je me suis toujours dit qu'un jour, si j'arrivais à écrire un livre, il s'appellerait forcément Obscure Clarté. Et donc j'ai commencé à faire l'introduction, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup dans mon livre. Je dis, je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles. Ça relate vraiment ça. À l'époque, j'avais pas assez de confiance en moi pour le faire, et puis ça me semblait trop lourd, trop pesant. Donc j'ai mis ça de côté. J'habitais chez mes parents à l'époque, donc je l'ai mis dans mon grenier. Et ce n'est que quelques années après que je vais avoir la force et le courage de plonger au plus profond de moi, vraiment de plonger dans mes tripes, pour pouvoir déjà me soigner, et puis pour pouvoir aussi donner un message d'espoir et essayer d'aider les autres. Alors, est-ce que c'était un moment quand même où ça allait un peu mieux, ou ça allait très mal ? C'est quel moment vous êtes dit, j'y vais, je le fais ? C'est paradoxal, parce qu'au moment où je me suis dit ça, c'était le jour de mes 28 ans. Moment de solitude, parce que je me souviens d'une scène, je me regarde dans la glace et je me dis, bon, t'as pas réalisé ton rêve qui est d'écrire un livre. Donc, il y a un moment, je suis pas bien. Et je me dis, dès demain, tu commences à écrire ton livre. Et ça a été comme un déclic qui m'a vraiment porté. À l'époque, je passais le concours pour être aide-soignant. Je savais pas encore si j'allais l'avoir. Et j'ai fini mon livre en école d'aide-soignant, en fait. Je faisais les deux en même temps. Et ça m'a apporté un équilibre. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais été malade. Je me souviens d'une nuit où j'écrivais, il était 2h du matin. Et il y a cette phrase qui est venue en filigrane, incroyable, expliquant tout finalement, disant ceci. Je suis tombé malade parce que je n'étais pas satisfait de ma condition sociale de l'époque. En fait, moi, j'avais redoublé plusieurs fois. J'étais à la faculté de droit. Oui, voilà, vous aviez commencé. Et j'étais pas satisfait, en fait, de redoubler plusieurs fois, de devoir travailler plus que les autres pour avoir les mêmes notes. Donc, je me suis inventé ce personnage, et finalement, cette maladie me rendait service parce que j'étais important. J'étais suivi par toute la police en France. J'étais à quelqu'un d'important, finalement, et j'avais toujours rêvé de faire de grandes choses, mais je n'y arrivais pas. Et quand j'ai écrit ça, bon, des larmes ont coulé, mais au moins, j'ai compris pourquoi j'étais malade, et j'ai compris pourquoi j'avais eu ces bouffées délirantes. Et quand on comprend ce qu'on a, on avance forcément. Alors, il y a en filigrane quand même, une personne qui vous a beaucoup soutenu, c'est votre grand-mère. La pensée de tout ce qu'elle avait vécu, parce que c'est très intéressant. D'ailleurs, il faudra peut-être en faire un roman un jour, parce que là, l'histoire de la famille est quand même, il y a matière quand même. Et le courage de cette grand-mère que vous avez connue, ou que vous... Je ne l'ai pas connue, je l'ai connue par l'intermédiaire de ma maman, en fait. Ouais. Ce qui est forcément un regret profond, et par moments une tristesse aussi. Mais en même temps, ça m'a toujours donné de la force dans les moments difficiles. Oui. Parce que ma grand-mère est née dans un bidonville, et elle a eu une vie incroyable, mais c'est pas quelqu'un qui était dans la plainte, quelqu'un au contraire qui était dans le courage et qui allait de l'avant. Et c'est toujours quelque chose que je me suis dit, moi je suis dans un pays développé, j'ai de la chance d'être né dans un pays démocratique où on n'impose pas d'avoir certaines idées, et je peux décider de ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment porté pendant très longtemps, qui me porte encore aujourd'hui quand j'ai des coups de blues. J'y pense. Elle lâchait pas, quoi. Elle baissait pas les bras. Quoi qu'il arrive, elle allait oui, c'est ça. Comme vous dites, elle allait de l'avant. Donc ça vous donne
Vous pensez à elle. C'est un moteur. C'est un bon moteur. Et de toute façon, vous avez la différence maintenant, c'est-à-dire qu'au départ, cette différence vous faisait peur, et petit à petit, en fait, cette différence, vous l'accaparez et vous en faites même une marque de fabrique quelque part. Enfin, c'est important. Vous touchez à un point sensible, hein. Dans l'introduction d'Obscure Clarté, il y a une phrase que j'aime bien, je dis « La normalité m'épouvante ». Je vis dans un monde caché. C'est vrai qu'à la base, pour moi, être normal, c'était une insulte. Je voulais être différent. Mais finalement, cette différence, à un moment, s'est exprimée par la maladie. Donc, il y a eu un moment où j'aurais aimé, entre guillemets, être normal aussi. Mais j'ai réussi à faire de ma différence, comme vous le dites très bien, finalement une force. Et c'est quelque chose que je revendique parce qu'on est tous différents, on a besoin de différence, surtout aujourd'hui. Il faut cultiver sa différence. Dans la société actuelle, je pense qu'on a particulièrement besoin de différence, sur tous les plans. Et ça m'ennuierait beaucoup de voir que des gens comme moi, par exemple. Enfin, moi, j'aime bien la diversité, c'est très, très important. Oui, puis la vie, c'est la différence. Si c'était tous des clones, ça serait peut-être un peu effrayant quand même. Hein. Je suis comme vous, la normalité me fait un peu peur. Vous avez toujours voulu... alors, pourquoi vous avez été vers le droit? On a l'impression quand même que vous avez toujours eu envie d'être aide-soignant quelque part, en fait, sans le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en droit, je voulais être avocat parce que l'injustice, ça m'a toujours fait hérisser les poils. Et du coup, je voulais être avocat en matière de droit pénal. Et bon, quand j'étais à la faculté de droit, je m'occupais de personnes handicapées. J'étais auxiliaire de vie. Ça m'a beaucoup sensibilisé. Et effectivement, quand j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique, j'ai vu une équipe soignante soudée qui m'a beaucoup aidé. Et ça m'a donné envie finalement de redonner tout ce qu'on m'avait apporté avant, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de social, bon, mis à part le moment où j'ai été très très malade, où il y a eu comme une fracture. Mais quand j'ai commencé à recouvrer mes esprits et à avoir entre guillemets une vie normale, ça m'a semblé une évidence. Être soignant, c'est ce que vous vouliez faire, c'est ce que vous faites. Donc comme quoi, quand on veut, on y arrive quand même. Hein. Et quel effet ça fait? Parce que c'est quand même assez original de se retrouver dans le service dans lequel vous avez été soigné et vous vous retrouvez en tant que soignant. Alors le premier jour, ça fait un effet bizarre. Je vais pas mentir, j'ai eu un moment de solitude à un moment parce que je relisais le dossier d'un patient qui avait eu les mêmes soucis que moi. Et finalement, je me suis dit, t'as eu de la chance, tu pourras encore y être. Donc j'ai eu besoin de m'asseoir quelques instants. Il y avait également une soignante qui était là à l'époque où j'avais été interné, qui a été très humaine, qui ne m'en a jamais parlé, mais je suis à peu près sûr qu'elle s'en est souvenue. Elle m'a juste donné certains signes c'est vraiment un moment et une période que j'oublierai jamais parce que ça a été très difficile de partir après de Guillaume Régnier. Moi, j'étais en remplacement d'une personne qui était en congé maternité. Et donc après, on m'a proposé un poste de nuit que j'ai refusé parce que du coup, moi, j'aime beaucoup travailler en équipe et de nuit, je me sentais un peu seul. J'ai essayé, mais c'était beaucoup moins mon truc. Mais c'est un moment incroyable. Hein. J'ai croisé une personne un jour dans le métro à Rennes, me disant que j'étais son rayon de soleil. J'ai eu les larmes aux yeux parce que du coup, cette personne ne savait pas forcément ce que j'avais vécu avant, que j'avais vécu les mêmes choses qu'elle. Et c'est un moment incroyable, quoi. Parce que je pense que quand on est soignant, on touche à l'infiniment petit par moment, c'est-à-dire... on essaye d'aider au mieux certaines personnes, mais des fois, cette personne va être très mal pendant 2 semaines, et puis finalement, on va avoir un petit rayon de soleil, une petite lueur dans son regard. Ça peut durer une fraction de seconde, ça va être une phrase, un mot, et on va s'accrocher dessus pour justement bien faire notre travail, et ça nous donne de l'espoir. Et cette petite phrase, dites même pas à l'hôpital, la personne avait une autorisation de sortie, dites dans un métro comme ça, vous êtes ma lueur d'espoir, moi... ça m'a fait écho, quoi. C'était incroyable, quoi. Déjà, vous représentez l'espoir, puisque passer de soigné à soignant, ça veut dire que tout est possible. Donc déjà, même pour cette infirmière, je pense qu'elle n'a pas vu son métier après de la même façon. J'espère. Non, mais c'est sûr. J'espère. Puisque vous êtes la preuve que... C'est le but. C'est vrai que je me souviendrai toujours, quand même, quand j'étais interné, j'écoutais une chanson de Mozart, un album, La Flûte enchantée. Et j'avais l'impression dans cette musique si poétique qui parlait un peu de la maladie. En tout cas, moi, je l'interprétais comme ça. Et ça m'accrochait, j'écoutais ça très fort au casque. Et je me répétais cette phrase à longueur de journée, tu vas t'en sortir. Et à force de me la répéter, ça a fini par arriver, hein, finalement. Donc, c'est vraiment un conseil important. C'est-à-dire, même, il y a des moments où on désespère, hein, il y a des moments où on dit j'y arriverai pas, mais essayez quand même toujours de se dire pourquoi pas. Oui, il faut toujours avoir
une porte entrouverte sur l'espoir. Alors effectivement, c'est facile à dire, il y a des jours où ça va pas. Moi, je me souviens on était 4 dans la chambrée dans laquelle j'étais, et il y avait un de mes collègues qui me disait tout le temps, parce qu'il me voyait, je pouvais passer des heures à regarder par la fenêtre, un peu prostré, en me disant que je sortirais jamais, quoi. Et il est venu me voir en voyant que ça n'allait pas, quoi. Et il m'a dit, c'était une petite phrase comme ça, hein, qui peut paraître anodine, mais qui était pour moi lourde de sens. Et Florence, si un jour tu vas mieux, tu auras le droit de sortir, de faire un tour dans le parc. Moi, j'ai toujours adoré me promener dans les parcs, les jardins, et ça a fait écho. Donc, j'ai fait en sorte que ça aille mieux. J'ai écouté les conseils de l'équipe soignante, et j'ai bien pris mon traitement de façon régulière. Et au bout de quelques temps, ça a été mieux. Je pense que c'est important. Ouais. C'est très important de bien prendre son traitement. Et j'ai pu sortir. Et quand j'ai pu sortir, il y a eu comme un déclic. C'est là que j'ai commencé à reprendre l'écriture d'Obscure Clarté. Parce que j'avais toujours l'introduction que j'avais sur moi. Et c'est là que tout a commencé, finalement, parce que l'espoir, finalement... J'ai envie de reprendre une citation d'IAM, un groupe de rap. L'espoir émerge du noir. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Il y a une clarté au bout du tunnel, quand même. Exactement. Mais peut-être aussi que c'est pour ça que je pense que vous faites le métier que vous faites. Peut-être aussi qu'il faut que l'équipe soignante et les gens qui vous entourent y croient aussi. Ça aide, quand même. Bien sûr. On s'en sort pas tout seul. Il faut être très clair. On s'en sort pas tout seul. Il faut avoir une force de conviction forte. Il faut avoir un entourage solide, une famille qui comprend ce qu'est la maladie, qui peut nous aider. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et il faut avoir également une équipe soignante qui ne baisse pas les bras. Forcément, si l'équipe soignante baisse les bras, et ça peut arriver dans certains cas où certains... Moi, par exemple, quand mon diagnostic a été posé par la psychiatre, on m'a dit « vous êtes schizophrène », et puis c'est tout. Après, il y a une autre personne qui rentrait dans le cabinet. Je savais même pas ce que ça voulait dire, la schizophrénie. Et moi, ayant l'image de certains médias de l'époque, ou certaines séries télévisuelles où le meurtrier est toujours un schizophrène ou il a une maladie psychique, pour moi, en fait, ce qui est très grave, c'est que pour moi, la schizophrénie ou les maladies psychiques, c'était une arriération mentale. Ah oui, moi, ça, c'est pour moi, j'étais plus bête que la moyenne. Moi, dans mon esprit, c'était ça. Dans les films, le psychopathe, il est toujours extrêmement intelligent. Bah, donc, écoutez, voilà. Oui, mais il y a une différence entre psychopathe et maladie psychique ou schizophrénie, c'est pas la même chose. Le psychopathe, il est schizophrène en général, mais il est super intelligent. Oui, moi, j'avais pas cette image-là, en tout cas. Moi, j'avais pas du tout cette image-là. Ouais. J'avais une image vraiment. Oui, de mélanger handicap mental et handicap psychique. Tout à fait. Moi, il y avait ce mélange, en fait, qui n'était pas du tout clair dans mon esprit. Et à quel moment vous vous êtes aperçu que c'est pas du tout la même chose? Alors, en fait, c'est pour ça que je dis que j'ai une famille très aidante. Ma mère, un jour, est allée à l'UNAFAM, qui est une association pour les personnes atteintes, pour les familles. Les familles et parents. Oui. Voilà, pour les familles. Et du coup, elle est revenue avec une liste. Elle était toute souriante, toute contente. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Elle est revenue avec une liste de grands personnages, de grands génies qui ont marqué différentes époques. Alors, il y avait Einstein, il y avait John Fornage, il y avait Léonard de Vinci et d'autres qui avaient souffert de maladies psychiques et qui avaient réussi à changer le monde. Donc, je me suis dit, eux, ils ont réussi à changer le monde. Tu n'atteindras peut-être pas leur niveau, mais toi, tu peux au moins changer ta vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Oui, puis ça a changé aussi le regard de mes parents. Oui, ça a changé le regard de mes parents, mais ça a changé mon regard aussi sur moi. Ce qui était important, parce que moi, j'avais un regard très, très détérioré sur moi, finalement. C'est peut-être aussi une façon bizarre d'annoncer les choses, parce que si on met une étiquette, mais qu'on l'explique pas, c'est quand même... Moi, je trouve ça grave. De ne pas aller au-delà et de prendre un temps pour expliquer un peu ce qu'on entend par ce qu'on dit, parce qu'en plus, vous aurez des psychiatres qui diront un peu pas tout à fait la même chose sur le même mot. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, avec le recul, je dirais que je n'y en veux pas. Je sais qu'il y avait une quinzaine de personnes à voir en une demi-heure. Il y a aussi les problèmes liés, on va dire, d'ordre économique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans le domaine de la santé mentale, malheureusement. Et elle a fait avec les moyens du bord. Après, effectivement, elle aurait pu prendre une minute de plus pour expliquer ce que c'était. Je suis d'accord. Ouais. Et vos parents, comment ils ont réagi à ce moment-là, avant que votre maman aille à l'UNAFAM? Alors, mon père, je me souviin que quand le diagnostic est tombé, il est venu me voir avec ma maman à l'hôpital Guillaume Régnier. Et il a eu des larmes. Il a dû aller aux toilettes. Je raconte de Obscure Clarté. Et c'est la première fois que je voyais mon père pleurer, en fait. Ça m'a fait un choc, vraiment un choc émotionnel. Et je me suis dit, il faut que tu t'en sortes pour ta famille et pour toi, forcément. Et quelque part, je dirais pas que ça m'a fait du bien de voir mon père pleurer, parce que ce serait un mot fort. Enfin, mais je dirais que ça m'a...
parce que comme on a des rapports compliqués, je me suis dit que c'était la preuve qu'il m'aimait. Et j'avais peut-être besoin de voir ça, finalement. Ouais. Moi, je pense que oui. Ouais. Oui, là, c'était vraiment la preuve de son attachement. Voilà, ouais. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui est très, très passionné dans la vie, qui fait plein de choses, mais qui va pas forcément montrer ses sentiments. Et il va les montrer à sa façon, mais on les interprète pas forcément toujours de la bonne façon. Et moi aussi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu brut de coffrage. Et pendant longtemps, on s'est pas compris finalement. Et la maladie, il y a cette belle phrase dans Obscure Clarté, la maladie nous a réunis. Oui, c'est ça. Alors, vous étiez avec votre introduction, ça va mieux, vous vous promenez, et quand est-ce que vous reprenez en fait l'écriture de votre livre alors Je vais être honnête avec vous, je l'ai plus lâché après. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Bon, même si au début j'avais des difficultés de concentration, donc j'écrivais à 1 heure par jour, pas plus. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, mais à partir du moment où j'ai repris le chemin de l'écriture, pendant 3 ans, je n'ai pas arrêté. Et alors l'édition, parce que c'est bien d'écrire des livres, je pense qu'il y a des millions de personnes en France qui écrivent des livres, mais on ne trouve pas toujours un éditeur. Alors comment vous avez fait pour rencontrer la personne chez Laïus ? Alors en fait, la personne, donc Frédéric, que j'ai rencontré donc, chez Laïus, j'ai eu beaucoup de chance, parce que du coup j'avais mis mon introduction en fait, sur un site d'écriture, sur Internet, et c'est là qu'en fait, qu'elle est tombée dessus, et c'est là qu'elle m'a appelé en fait. Ah oui, d'accord, c'est même elle qui a appelé. Oui, en plus. j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais pas fini le livre encore à l'époque. Et donc, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de démarches. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Elle vous a appelé, elle vous a dit au début, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était une copine qui me faisait une blague. De mauvais goût, mais voilà, ouais. Et puis, elle vous a dit, ça m'intéresse. Donc, vous vous êtes dit, il faut que je finisse vite le roman. Non. En fait, comme elle habitait pas très loin de chez moi, la rencontre s'est faite naturellement. On a pas mal échangé par mail et ça a commencé comme ça. Et là, vous étiez édité. Oui, c'est vrai, là, c'est quand même... c'est pas que de la chance, ça veut dire aussi que votre introduction l'avait intéressé. Bien sûr, mais ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est une réédition, puisqu'il avait été édité avant, et Laïus a repris l'édition d'avant en y rajoutant une postface et une préface. Mais du coup, elle est tombée par hasard dessus, quoi. Et c'était qui l'éditeur d'avant ? C'était Chirographer. Ouais. Bon, c'est bien de le dire aussi, parce que c'est le premier qui vous a fait confiance, alors. Tout à fait. Et lui, comment vous l'aviez trouvé, alors ? Eh ben, en fait, Chirographer, j'avais mis des textes, des poèmes et certains passages, certaines bribes de mon livre sur ma page Facebook. Et j'avais un ami qui tenait un site qui s'appelle Passion d'écrire, qui était une passerelle entre les jeunes auteurs et les maisons d'édition. Et un jour, il est venu me voir sur Facebook, on a discuté en me disant tu pourrais essayer de te faire connaître, va sur ce site. Alors moi, étant un peu naturel timide à la base, je ne suis pas allé de suite, j'ai mis 2 mois à y aller. Et finalement, j'ai fini par aller sur le site et à déposer donc, un chapitre d'Obscure Clarté. C'était un chapitre assez dur sur mon internement. Et j'ai été contacté quelques temps après. Donc là, je dis ça pour ceux qui ont écrit des livres et qui aimeraient se faire éditer. Donc c'est plus facile maintenant grâce à Internet. Internet, ça ouvre des portes, c'est sûr, forcément. Mais quelquefois, quand on va pas bien, on a envie de rester caché. C'est pas évident, donc il y a un double travail à faire. En fait. Pendant longtemps, je vais être honnête aussi, j'ai voulu écrire sous un pseudo. Voilà, oui. Je voulais pas mettre mon nom, parce que j'avais peur par rapport à mon travail. J'étais pas encore aide-soignant à l'époque où j'ai fini le livre, donc j'avais pas de CDI, je savais pas trop comment ça pouvait se passer, quoi. Non, puis c'est peut-être la peur aussi de se mettre en avant, enfin, aussi, oui. Oui, il y avait cette peur-là, mais il y avait surtout la peur de pas avoir un métier stable après, finalement, que ça fasse... que ça effraie les gens, finalement. Ouais. Et je me suis dit que si je voulais... Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire à travers ce livre ? Tu veux donner un message d'espoir. Mais comment tu peux donner un message d'espoir si toi, tu n'assumes pas et tu te caches ? Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait sous mon nom. Et vraiment, c'est important. Et ce que j'ai trouvé important, c'est que votre témoignage, en fait, apporte autant aux personnes, je pense, qui sont peut-être dans l'état dans lequel vous étiez au moment où ça allait pas du tout, qu'à des personnes qui se disent, moi, ça me fait peur, la schizophrénie, et qui comprennent beaucoup mieux ce qui vous est arrivé, même dans les états un peu de violence et tout. Donc ça, moi, ça me paraît très, très important. Quand vous l'avez écrit, vous avez peut-être pas pensé à tout ça. Si, c'était le but. Le but, c'était de rentrer dans la tête, dans l'esprit d'une personne atteinte de bouffée délirante et de schizophrénie, mais c'était vu de l'intérieur. Et je voulais vraiment à la fois que la personne novice qui ne connaît pas du tout cette pathologie puisse comprendre, mais aussi pouvoir aider les personnes qui souffraient comme moi, en fait. Quand j'ai écrit, il y a un chapitre d'Obscure Clarté qui s'appelle Une voix nommée l'autre, où je parle de mes hallucinations,
qui pour moi est très important. Il m'a fallu 1 an pour le construire parce que j'étais jamais satisfait du résultat. Je voulais absolument qu'on rentre vraiment dans l'esprit d'une personne atteinte d'une maladie psychique. Et je voulais pas que ce soit comme certains livres où c'est expliqué de façon théorique. Je voulais vraiment expliquer de façon pratique vraiment, là, et ouais. Qu'on vive comme un film, comme si on regardait un film. Sauf que là, c'est un livre qu'on dévore, je l'espère. Oui, non, tout à fait. Et vous avez bien réussi. Vous avez peut-être mis 1 an, mais ça a bien réussi. Et je pense que moi, je l'ai fait lire à des personnes qui n'étaient pas du tout, qui ne connaissaient pas, et qui n'étaient pas forcément intéressées par le sujet. Et elles se sont intéressées d'un seul coup au sujet. Vous les avez poussées à les intéresser par ce sujet. En fait, de mon point de vue, la force du livre, c'est je ne parle pas tout de suite de la maladie. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dans le livre. L'histoire de la famille. Voilà. Ouais. Mais c'est-à-dire que le livre oscille entre l'histoire de ma famille, mes passions, l'écriture, le basketball, certaines histoires d'amour. Et du coup, il n'y a pas que le côté maladie dans le livre ou la pathologie. Il y a plein d'autres choses qui viennent graviter autour et des petits détails qui font justement, j'espère, l'attrait de ce livre en fait. Alors je dirais pas certaines histoires d'amour, l'amour surtout parce que l'amour dans votre livre c'est vraiment la chose qui vous a le plus aidé. Moi j'avais un psy qui me disait évidemment si on couvre une personne d'un manteau d'amour, tout est possible. C'est vraiment ce que vous décrivez dans le livre. Oui, je me souviens d'un moment incroyable où je montre donc Obscure Clarté, l'introduction à la grand-mère de Claire et c'était incroyable parce que c'était une femme très très lettrée et j'avais un peu peur de son regard. Elle savait que j'étais malade, elle savait que j'écrivais un livre et dans son regard j'ai vu de l'admiration. Et c'était la première fois que je voyais ça dans son regard. Ça nous a beaucoup rapprochés et elle m'a vraiment encouragé à continuer. Et c'était un moment où j'étais en phase de doute. J'avais fait peut-être les 3/4 du livre, mais j'avais besoin d'être rassuré, je pense. Et elle a très bien fait. Et c'est vrai que je disais souvent ça. Cette histoire d'amour m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Mais alors là, c'est pas avec la grand-mère, c'est avec Claire. Bien sûr, avec Claire. Cette histoire d'amour m'a permis d'avancer, de me reconstruire et de terminer ce livre Obscure Clarté parce que on sait quand on commence un livre ou un projet, mais est-ce qu'on va le terminer? C'est encore une autre affaire. Et c'est vrai que ça m'a donné dans la dernière ligne droite, parce que je passais mon concours d'aide-soignant au même moment, la ténacité nécessaire. Et alors Claire aussi, elle vous aime tel que vous êtes. En vous demandant juste d'être heureux, comme on demande à toutes les personnes qu'on aime, d'être le mieux possible, mais elle a pas de jugement, elle vous aime. En fait, Claire, elle a été très très compréhensive avec moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une personne qui m'a apporté, que ce soit elle ou sa famille. Je m'entendais très bien avec mon ancienne belle famille. Il faut savoir que nous ne sommes plus ensemble. Aujourd'hui, je suis marié avec une autre personne, mais c'est une histoire que j'oublierai jamais. C'est une histoire qui m'a porté, qui m'a permis d'avancer. Et c'était une personne qui m'a apporté beaucoup d'affection. Et c'est ce que je recherchais à l'époque. Je pense que j'avais besoin d'être aimé pour ce que j'étais et non pas pour celui que je voulais montrer. Oui, voilà. Une grande c'est différence. Important, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un ressenti. L'amour donne un ressenti. Donne des ailes, ça c'est sûr. Et puis ça donne un ressenti aussi qui n'est pas forcément ce que la personne montre. Tout à fait. On a tous, je pense, une carapace ou une armure, mais d'autant plus quand on est malade, c'est plus une carapace qu'on a, c'est un rideau de fer. Un rideau de fer, voilà. Et alors, j'ai lu aussi que vous aviez écrit d'autres romans. Alors, j'ai fini un roman qui s'appelle J'ai tendu la main, qui est à paraître. Et là, je vais vous donner un scoop. Je prépare une suite à Obscure Clarté. Je ne l'ai pas encore dit. Oui, mais une suite, parce que maintenant, la pathologie, elle est quand même plus loin, elle est loin de vous. Vous prenez vos médicaments, mais maintenant, vous vivez comme tout un chacun, en défendant votre différence, c'est important, la différence. Et donc, je ne veux pas déflorer le sujet du prochain livre, mais ça doit être très différent. Forcément, c'est différent parce que il n'y aurait aucun intérêt à reproduire la même chose. Le livre Obscure Clarté est tel qu'il est. Mais pendant longtemps, je ne voulais pas faire de suite à ce livre. Et puis ça m'est paru comme une évidence, parce qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas dit, en fait, dans le premier, d'autres événements qui sont passés par la suite. Et j'ai eu beaucoup de messages, de demandes, de personnes qui me demandaient comment j'avais fait pour m'en sortir. Obscure Clarté, je raconte mon histoire, mais je ne donne pas d'éléments de réponse.
Et dans la suite, je vais donner des éléments de réponse. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, un peu, je dirais, entre guillemets, des recettes, un peu pour les familles ont besoin aussi d'aide. Tout à fait, c'est beaucoup de familles qui me contactent. Et c'est vrai que, bon, il n'y a pas une recette miracle, mais il y a des vecteurs. Ouais, il y a des vecteurs et il y a quand même des dénominateurs communs. Faire et pas faire. Voilà, qui font que quand on a tous ces vecteurs, tous ces dénominateurs communs, on a quand même beaucoup plus de chances de s'en sortir. Déjà, si vous avez parlé, je sais que vous faites des conférences, vous, en tant que personne, vous êtes là en tant qu'écrivain, vous prenez et vous dites, je suis passé par là. Attendez, les parents, vous n'avez même pas tellement besoin de parler. C'est vrai que je fais des conférences, c'est toujours incroyable. C'est quelque chose que j'adore faire, partager mon expérience et aussi pouvoir aider les autres. Parce que quand j'étais au fond du trou, il y avait personne comme moi qui osait en fait en parler et qui s'en était sorti. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que soit les personnes qui atteintes de schizophrénie s'en sortaient pas, parce que j'avais pas d'exemple de gens schizophrènes. Soit elles s'en sortent et elles n'en parlent plus. Ou alors, voilà, soit avaient honte et n'en parlaient pas. Et moi, à l'époque, j'avais besoin d'exemples positifs. C'est pour ça que tous ces exemples de grands génies qui ont marqué différentes époques, c'était important pour moi, ça m'a porté. Et j'avais envie de quelqu'un comme moi, et pas que forcément un psychiatre qui m'expliquerait la pathologie de façon théorique. Moi, j'avais besoin de quelque chose de pratique, d'avoir un exemple, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Avant, quand je faisais du basket, j'ai eu une idole, c'était Michael Jordan. Après, j'ai adoré la musique. Enfin, c'était des personnes qui m'ont permis de m'élever, si vous voulez. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis dans la jalousie d'autrui. Au contraire, je vais admirer une personne et me dire, mais comment elle a fait pour s'en sortir? Et je vais essayer ça va me pousser, me tirer vers le haut. Je pense que c'est tout à fait, faut l'écrire ce livre parce que c'est ça, les personnes ont besoin. Évidemment, si vous en êtes sorti en disant j'y arriverai, vous avez été aidé par votre famille et tout, quelqu'un qui en est pas là, il y a aucune raison qu'il s'en sorte pas. Oui, et il y a quand même quelque chose, faut être patient avec soi-même, ça prend beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps déjà entre la sortie de l'internement psychiatrique. Un retour à une vie entre guillemets normale, même si j'aime pas trop ce terme-là. Il m'a déjà fallu 2 ans. Après, il y a l'écriture du livre qui m'a beaucoup aidé, mais c'est un cheminement personnel, et sachant que chacun a son cheminement personnel. Oui. On peut aussi prendre beaucoup de temps sans pathologie pour devenir adulte. Hein. Tout à fait. C'est vrai aussi. Oui, c'est pas forcément. Alors, il y a quelque chose, moi, je voulais vous poser la question, qui me choque beaucoup, c'est que dans le monde de la psychiatrie, le mot guérison n'existe pas. Et ça m'a toujours beaucoup choqué parce que je pense que quand on vit comme les autres avec ses hauts et ses bas, voilà. Alors si vous me posez la question frontalement comme ça, si on me demandait, moi je me sens guéri. Bien sûr. J'ai un traitement comme un diabétique. Oui, mais 99 des fois, ça prend des traitements, alors à ce moment-là, on est tous malades. Voilà, j'ai plus cette crainte de faire des rechutes que j'avais il y a encore 8-9 ans. Là, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait de crise et j'ai plus cette peur-là. Sûr. Pour moi, tout ça, c'est loin derrière moi. Mais vous avez raison, mais je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas vivre... qu'on peut pas vivre. D'ailleurs, le mot, je l'ai employé, il est sorti comme ça, je pense qu'il est très bien. Et certaines personnes pensent qu'on ne peut que survivre. C'est pas vrai, on peut aussi vivre. Et même en ayant une maladie. Heureusement, d'ailleurs. Et votre maladie, moi, à mon avis, elle est quand même toute... vous l'avez un peu squeezée, là, quand même, un peu beaucoup. Ah bah, ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, si je tout le pense monde que était malade comme vous, ça pourrait aller, hein, dans le monde. Ça irait très bien dans le monde. Je pense que le fait d'avoir réussi à écrire Obscure Clarté, ça m'a permis de me décomplexer, ça m'a permis de comprendre aussi. J'ai eu cette chance-là, parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément... penser à avoir un côté créatif, parce qu'on a tous un côté créatif. Oui, tous. On peut faire de la peinture. Soit on arrive à le développer ou pas, mais on l'a tous au fond de nous. Et ça peut être la musique, la peinture, on en parlait, ça peut être plein de choses. Mais le fait d'avoir réussi à construire quelque chose de créatif, c'est très important pour moi. Et je me souviens, quand j'ai commencé à l'écrire, comme j'avais peur de refaire des crises, c'était important de laisser une trace. Et quoi de mieux qu'un livre pour laisser une trace, en fait. Pour moi, c'était vraiment important. En plus, vous écrivez bien quand même, hein, ça aide. Et un autre projet Oui, alors, j'ai d'autres projets. Donc, je vais participer aux Mad Days qui ont lieu donc le 10 et le 11 octobre donc, à Paris. Et je vais être donc, à l'université de la Sorbonne. Ce sera à 17h au centre universitaire... donc, c'est Centre universitaire Malherbe. Hein, on va le prendre, voilà, pour une petite conférence avec un débat. Donc, j'invite tout le monde à venir. Voilà. Et puis, vous pourrez revenir nous parler de la suite de vos aventures, quand même, parce que votre vie est une belle aventure.
Je pense que la vie est une belle aventure et que quand on veut avoir une belle aventure, il faut prendre des risques. C'est le conseil que je pourrais donner et je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup, Florent.